Imaginez un instant que je vous parle aussi rapidement que ça et que ce soit votre nouvelle façon de consommer mon contenu. On appelle cette tendance le speed watching ou le speed listening, c'est-à-dire le fait de consommer le contenu à une vitesse supérieure à la normale afin de gagner du temps. Récemment, je suis tombée sur un tweet qui m'a fait me poser la question sur l'origine de ce comportement addictif que j'ai moi-même connu. Et si certains remettent la faute sur TikTok, l'application que l'on peut à juste titre qualifier de fléau pour y avoir démocratisé le scroll infini, il y aurait pourtant des raisons plus globales à ce phénomène. Alors je vais pourtant pas aborder aujourd'hui la grosse influence que TikTok a sur le cerveau, puisque des dizaines de vidéos ont déjà été faites à ce sujet et résument très bien le problème. Je vais surtout aujourd'hui vous parler des effets négatifs que cette tendance a sur le long terme, et j'essaierai aussi de vous livrer mes différentes pistes de réflexion que vous pouvez compléter dans l'espace commentaire. Restez d'ailleurs jusqu'à la fin, surtout si vous êtes concerné, car je vais livrer mes quelques conseils, non exhaustifs évidemment, pour se détacher progressivement de cette pratique nocive de cyberdépendance. Alors l'idée qu'on puisse traiter plus d'informations en moins de temps, avec un minimum de pertes, c'est quand même une idée ancienne. De tout temps, l'homme a cherché à améliorer sa productivité, à faire donc plus avec le moins de temps, et notamment en matière de cognition. En 1959, d'ailleurs, l'enseignante Evelyn Wood a tenté de développer une méthode permettant de modifier la lecture telle qu'on la connaît en une lecture rapide. Cette méthode a d'abord été enseignée à l'université de l'Utah, puis elle a été présentée au public par le biais de son ouvrage. Donc c'est tout à fait logique qu'un jour vienne l'idée de regarder plus de vidéos en un temps record. Au final, même si regarder ces vidéos en accéléré vous donne l'impression de gagner du temps, il s'agit en fait d'une boucle sans fin, puisque ça sert à rien de regarder une série ou une vidéo plus vite, car il y en aura toujours une autre à regarder. En 24 heures, on a accès à un excès de contenu, de vidéos, de séries, de vocaux, de stories, que l'on peut vite se sentir dépassé, et si on veut suivre la cadence et ne pas prendre de retard, le cerveau devient sursollicité face à autant d'informations. Résultat, les gens consomment à outrance, au point de ne plus vraiment se rappeler de quoi parle la dernière vidéo, ou encore le dernier vocal qu'ils ont écouté. Et cette façon de procéder est à mettre en lien, évidemment, comme toujours, avec la société de surconsommation dans laquelle on vit. Dans cet article, le psychologue clinicien David Coteau affirme quelque chose que j'ai trouvé particulièrement illustratif. Il dit « Présenté ainsi comme nouveau, l'objet n'est pourtant rien d'autre que celui après lequel on court depuis toujours, ce que Lacan appelle objet A. Mais c'est le principe même du consumérisme, l'objet dit nouveau maintient la course en ne satisfaisant rien, sinon la course elle-même. » Il fait même le parallèle avec le zapping à la télévision, le zapping amoureux, notamment via les speed dating, le zapping idéologique, le zapping touristique, bref, qui vise à faire la course à celui qui verra le plus de choses. Ainsi, il dit, une vie ne suffirait pas à balayer la masse de données numériques qui fait Internet. Surfer sur Internet, c'est aussi ça, rester à la surface, ça s'oppose à la plongée dans les profondeurs. On reste à la surface des choses, on se satisfait de l'immédiateté de ce qui est vu ou entendu, sans plus. Plus le contenu est concis, mieux c'est. Cela appelle donc les gens à revoir leur gestion du temps, mais surtout à se détacher de l'addiction des écrans, d'apprécier les contenus à leur juste valeur et surtout de les savourer. C'est comme si on se goinfrait sans cesse de nourriture par peur de manquer quelque chose, sans en apprécier véritablement les aliments et les saveurs. Évidemment, cela aurait des conséquences terribles sur notre santé. Eh bien, la santé du cerveau, c'est exactement la même chose, pourtant elle n'est pas quantifiable physiquement. On ne sait pas vraiment reconnaître une personne avec un cerveau bousillé par les réseaux sociaux et une personne avec un cerveau sain, à part si on se met à analyser de près ses comportements. Et si les effets sur le cerveau n'ont pas encore été strictement démontrés, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la mémoire pour se rendre compte du véritable danger. En fait, il faut quelques microsecondes à votre cerveau pour comprendre une information et décider s'il doit la conserver ou non, ce qu'on appellera du coup la mémoire à long terme ou à court terme. En psychologie cognitive, plus une information est traitée de manière significative, plus elle est susceptible d'être retenue en mémoire à long terme. Un visionnage accéléré peut réduire ce type de traitement, ce qui peut entraîner une moindre capacité à mémoriser des éléments clés de l'intrigue, des personnages ou des événements importants. C'est ce qu'on appelle le deep processing ou encore le traitement en profondeur en français. De plus, il a été démontré que l'émotion ressentie lors d'un événement aide beaucoup le cerveau à mémoriser longtemps cet événement. Donc plus vous ressentez des émotions fortes et plus l'événement sera marquant pour vous.
Or, en regardant des films ou en écoutant des vocaux en accéléré, vous ne parvenez pas à ressentir aussi bien les émotions. Dans le cinéma, il y a un travail de son, de lumière, de parole, où chaque seconde est réfléchie pour créer de l'émotion chez le spectateur, le mettre en immersion et lui faire vivre l'histoire. Même les temps de pause et les silences sont importants. Accélérer la vitesse d'un épisode peut donc réduire cet engagement émotionnel et rendre l'expérience moins mémorable. Vous aurez donc techniquement vu le film ou la vidéo, mais vous vous en souviendriez que superficiellement. Le cerveau peut donc ne pas avoir suffisamment le temps pour saisir toutes ces informations et faire des connexions, ce qui rend plus difficile la mémorisation de détails importants ou la rétention d'informations sur le long terme. Outre cette compréhension réduite, la charge mentale est plus élevée et la fatigue oculaire plus grande, car les images défilent très vite et ne laissent aucun temps de pause au cerveau. Mais le pire n'est pas certain, et si vous êtes dans ce cas de figure, que vous êtes cloisonné dans ce cercle vicieux de consommation de l'instantané, du culte de la productivité, ne vous dites pas que vous êtes fichu, que votre cerveau est définitivement détérioré. C'est faux. La prise de conscience est un très bon départ, c'est-à-dire prendre conscience du problème, de ses dangers et de ses limites sur notre cognition. Je vais donc vous donner quelques petits conseils pour vous détacher progressivement de cette spirale infernale. Donc soyez conscient que le changement ne peut pas être drastique et soudain, étant donné que vous avez habitué votre cerveau à fonctionner de cette certaine façon. Soyez donc indulgent envers vous-même et félicitez chaque étape vers cette sobriété de consommation. Je vous conseillerais dans un premier temps d'éviter d'utiliser à trop haute dose les logiciels d'intelligence artificielle type ChatGPT. Vous allez me dire quel est le rapport ? Eh bien sachez que tout a un rapport. Si, lorsque vous avez un devoir à faire, un mail à rédiger, une question ou n'importe quelle autre sollicitation, vous vous empressez directement de demander à ChatGPT, vous habituez votre cerveau à ne plus réfléchir par lui-même. Vous obtenez des réponses instantanées, vos devoirs sont faits très rapidement, vous ne réfléchissez plus, vous ne prenez plus le temps d'être dans la difficulté. Donc par conséquent, cette dynamique de comportement va se reproduire lors de vos loisirs. Vous serez donc de plus en plus impatient, votre attention sera réduite et vous décrocherez très facilement si vous n'obtenez pas rapidement la finalité de ce que vous recherchez, comme un enfant capricieux. La deuxième chose à savoir, et qui à mon sens se veut rassurante, c'est que vous n'êtes pas déviant, vous n'êtes pas seul, et que c'est le système qui nous pousse à cela. On a accès à une tonne d'informations constamment en illimité et cela se renouvelle chaque jour. À défaut donc de ne pas pouvoir supprimer totalement vos réseaux sociaux, je vous conseillerais de faire un tri dans vos abonnements sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok ou autre. Donc désabonnez-vous des comptes qui ne vous servent pas, que vous estimez inutiles, y compris ma propre chaîne si vous pensez qu'elle ne vous sert pas. Promis, je vous en voudrais pas. Vous n'êtes donc pas obligé de tout regarder, de regarder toutes les vidéos qu'on vous suggère, d'être au courant de tout, de connaître toutes les séries ou films récemment sortis sur Netflix. Relax, le numérique doit être utilisé comme un agrément, un plus, idéalement, il ne doit pas vous provoquer de stress ou d'anxiété, ni vous perturber dans vos obligations premières. Évidemment, je ne parle pas de ceux dont c'est le métier, la tâche est beaucoup plus difficile pour vous, malheureusement. Mais ceux qui le peuvent, désabonnez-vous des comptes inutiles, masquez les suggestions de vidéos et de comptes. Je sais que parfois, d'ailleurs, on peut être amené à penser qu'on accumule du retard de vidéos non visionnées, de vocaux non écoutés, de séries non regardées, et c'est cette culpabilité-là qui nous pousse à consommer le contenu en accéléré. Donc mon dernier point serait de revoir progressivement votre gestion du temps, d'occuper un maximum vos journées avec des choses que vous aimez, car souvent c'est l'ennui qui nous fait rester trop longtemps sur les réseaux sociaux, pour au final parfois ne rien y soutirer de bénéfique. Et pour finir, si vous pensez que vos comportements vont au-delà de ce que je décris, n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide auprès de médecins, allez consulter et tournez-vous vers des professionnels de la santé, dans des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, car la cyberdépendance est une addiction comme une autre qu'il faut prendre au sérieux. Par exemple, il y a l'Institut fédératif des addictions comportementales qui recense directement différents sites d'accompagnement dans toute la France. Je vous mets tout ceci évidemment en barre d'informations. Vous l'aurez donc compris, il faut remettre cette pratique dans son contexte social contemporain, là où la tendance n'est plus à la lenteur. Soyez tout de même conscient que cette pratique est nocive sur le long terme et essayez de vous efforcer à adopter quelques résolutions pour vous sevrer de ce comportement. En guise d'ouverture, je peux vous évoquer la tendance actuelle de la slow life, qui est aux antipodes de ce que je vous ai énoncé, qui pousse les gens à ralentir le rythme et à se détacher de l'injonction de la productivité.
J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a été bénéfique. J'ai essayé de m'appuyer un maximum sur de la lecture scientifique, mais c'était vraiment pas évident puisqu'il y avait peu de sources, vu que ce sujet précis est très récent. J'espère vous retrouver dans l'espace commentaire afin qu'on puisse discuter un petit peu et échanger autour de ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain décryptage.